Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en direct depuis les studios de Radio Grand Lac, toujours sur le 92.1 FM et toujours à 17h maintenant, vous le savez, une semaine sur deux, un jeudi sur deux, pour cette émission Les murmures du lac, immobilier et histoire. Aujourd'hui, comme vous savez, j'aime bien moi m'écarter de mon sujet de prédilection qui est l'immobilier et les histoires, mais c'est une belle histoire qu'on va essayer de vous raconter aujourd'hui avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Romain, bonjour à tous. Benjamin que je présente à nouveau, que nos auditeurs auditrices se rappellent peut-être de ton premier passage il y a quelques mois sur les ondes de Radio Grand Lac. Donc Benjamin Scalzo, directeur commercial de l'entité Jeanlin Héritage du groupe Jeanlin Mobilité, la branche prestige donc de la marque Jeanlin, de cette entreprise que tout le monde bien sûr connaît ici. Bâtiment emblématique à la sortie d'Aix, entrée de Grésy, pas très loin du départ de la nationale pour Rumilly-Annecy et pas loin de l'échangeur de Grésy. Ce bâtiment noir, emblématique, puissant, qui donne envie en tout cas à chaque fois d'aller faire des folies. Donc bienvenue à toi pour cette deuxième apparition dans nos studios. L'idée aujourd'hui, c'était de raconter une belle histoire. Alors on va voir un petit peu bien sûr l'histoire de Jeanlin Héritage, mais également on a décidé de se faire plaisir avec l'histoire de Porsche. Alors pourquoi ? Parce que forcément chaque industrie, je dirais, a ses marques fortes, et je pense que Porsche n'est bien sûr plus à présenter, et c'est une marque qui a fait ses preuves à bien des niveaux, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de se dire tiens, qu'est-ce qui se cache derrière un petit peu une marque emblématique que tout le monde connaît, si on s'attardait 5 minutes un petit peu pour nous en conter l'histoire, et qui de mieux dans le coin que toi Benjamin pour se prêter à cet exercice. Alors j'espère que ça t'a pas fait trop mal au crâne et que tu as bien fait tes devoirs, même si j'imagine que tu connais bien mieux que moi bien sûr, et bien mieux que plein d'auditeurs ce sujet, mais peut-être as-tu toi aussi appris en te replongeant dans tes petites notes quel était ce parcours formidable qu'on a hâte de découvrir. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous refaire peut-être une petite présentation de Jeanlin Héritage pour ceux qui, comme moi, connaissent bien sûr le lieu et comme on vient de le dire, ce lieu emblématique, mais qu'est-ce que vous faites, quels sont vos métiers, un petit bref rappel de tout ça. Merci en tout cas pour l'introduction. En effet, Jeanlin Héritage, on existe déjà sur le marché des voitures premium depuis quelques années. Donc au départ plutôt dans la vente spécialisée de véhicules GT, de véhicules sportifs. Depuis on s'est un petit peu diversifié aussi avec des SUV, des berlines. Donc au départ, comme tu le disais, sur Grésy-sur-Aix, dans ce très beau bâtiment, c'est vrai que on a souvent des personnes qui nous disent passer devant tous les jours et ne jamais trop oser rentrer, et puis un jour ils passent la porte, des étoiles plein les yeux avec ces belles voitures. Mais depuis, Jeanlin Héritage a bien grandi. On en a parlé un petit peu la fois précédente. Il y avait un deuxième point qui allait ouvrir, qui était en cours d'ouverture. Ouais, c'est ça. Donc pour rappel, déjà Jeanlin Héritage, c'est 3 services maintenant à part entière, puisque donc on a le service vente, mais on a aussi l'atelier. Donc l'atelier a pris une place prépondérante dans l'activité héritage, puisque aujourd'hui cet atelier est disponible pour nous en tant que vendeurs, donc pour entretenir, remettre en état les voitures avant la vente, mais aussi pour les clients. Et c'est vrai que maintenant cela représente quand même une belle partie de leur journée. Ils entretiennent, ils rénovent, ils réparent les voitures des clients aux alentours. Ça peut être des voitures de sport, mais aussi des voitures de collection, puisque dans notre passé, on a fait beaucoup de voitures de collection, donc on a gardé cette expertise, cette expérience. Donc c'était un petit peu l'origine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Au départ, on s'appelait même Jeanlin Vintage et on faisait que des voitures anciennes, des voitures de prestige ou des voitures anciennes. Donc on a conservé cette expérience. Donc tout propriétaire de voitures un petit peu anciennes, de voitures de sport, quelle que soit la marque et l'âge, peut venir chez nous pour entretenir ou réparer son auto. Et puis depuis quelques temps maintenant, depuis le début d'année, on a ouvert un service detailing. Donc le detailing, c'est la manière d'embellir sa voiture sans retoucher la carrosserie pour la partie extérieure. Donc du lustrage, du polissage, de la céramique,
On fait aussi du PPF, donc c'est une protection, c'est un autocollant transparent qu'on vient coller sur la carrosserie pour la protéger. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de place sur le marché des voitures de sport ces derniers temps pour bien la protéger, mais aussi les réparations intérieures, rénovation des cuirs, des alcantara. Donc ça, ce sont les 3 services de Jeanlin Héritage. Et depuis quelques mois maintenant, on a ouvert un nouveau point de vente où on fait que la vente pour le moment en tout cas à Vénissieux, donc à Lyon, juste en face d'Ikea. Donc toute personne qui habite ou qui traverse Lyon connaît parfaitement ce point de vente et cet endroit. Et puis depuis quelques semaines maintenant, depuis cet été, à Gaillard, à Annemasse. Voilà, ça tu nous en avais touché 2 mots dans ta première venue, que c'était également dans les tuyaux. Donc ça fait un triangle très intéressant, hein, Savoie, Haute-Savoie, Rhône. Voilà, ça fait quand même un territoire qui s'agrandit. La preuve que voilà, ça fonctionne et qu'il y a un savoir-faire qui va s'étendre. Gaillard, ça a ouvert. Du coup, tu disais. Oui, tout à fait, ça y est. Que sur la vente également pour l'instant. Oui, okay. Ouais, pour le moment, ouais. Alors à Gaillard, par contre, on a décidé, contrairement à Vénissieux, où on reproduit vraiment ce qu'on sait faire à la vente à Grésy, on s'est un peu challengé pour Gaillard, puisqu'on a décidé de changer un petit peu de secteur et de proposer à la vente toujours des voitures sportives, puissantes, souvent à l'essence, même si en ce moment faut pas trop en parler. Donc, mais par contre avec des budgets plus raisonnables. Des voitures un petit peu plus kilométrées ou simplement des modèles un petit peu plus raisonnables avec, on va dire, une moyenne de prix de vente aux alentours des 70 000 euros quand on est plutôt aux alentours des 120 000 euros sur Grésy ou Vénissieux. Ok, donc quelque chose, oui, c'est vrai qu'en fait, de toute façon, le mot sportive n'est pas forcément synonyme de coûteux ou ultra coûteux. On peut déjà avoir des véhicules, alors je vais dire des bêtises, mais par exemple, je sais pas moi, des genres de voitures plus on sort de marques de prestige exclusive. Il y a peut-être des sportifs, je sais pas, Volkswagen, ce genre de choses, ou non, c'est pas non, pas encore, mais par exemple la dernière livrée sur Gaillard, c'est une Jaguar F-Type. Okay. Donc c'est un V6 qui fait plus de 300 chevaux. Dans un budget de 50 000 euros, on a la possibilité d'acheter une Jaguar en très bon état, avec un look d'enfer, une sonorité propre à Jaguar qui est vraiment très très enivrante. Ou alors par exemple, on a livré il y a pas longtemps une RS4, donc une berline très puissante avec un petit peu de kilomètres pour être sur un budget plus raisonnable. On arrive à avoir un très beau modèle. C'était une première main, un client qui avait pris ça en location chez Jeanlin d'ailleurs. Voilà, donc qui avait fait un peu plus de 100 000 kilomètres sur 3 ans, donc il avait bien roulé. Ça permettait d'avoir un budget très raisonnable. Donc voilà, c'est typiquement le genre d'auto qu'on propose plutôt sur place. Parce que quand même, voilà, 100 bornes pour une RS4, 500K, ça reste des véhicules solides. Oui, c'est ça. Après, moi, je suis un peu mal habitué avec les Porsche, les Ferrari qu'on commercialise chez Jeanlin Héritage. Nos clients ont une moyenne de kilométrage annuel qui est très basse. Donc, oui, parce que ça reste peut-être du loisir ou du week-end. Est-ce que vraiment ça, c'est un question, voilà, entre parenthèses, mais est-ce que ça a vraiment un impact sur la valeur? Effectivement, c'est à un moment donné, oui, quand il y a trop de bornes, ça passe plus, c'est moins recherché, Ouais, c'est ça. Après, c'est surtout c'est une crainte que le moteur claque, par exemple, ou qu'est-ce qui fait qu'on à chaque fois on se dit mince, pourquoi ce critère-là? Alors que je comprends, hein, c'est évident, mais pourquoi autant? Ouais, c'est qu'en fait, passer le kilométrage, on va dire passer 150 000 kilomètres, on commence à avoir un véhicule qui va nécessiter pas mal de frais, que ce soit mécanique, mais aussi tous les périphériques, les amortisseurs, les freins, etc. Le châssis a quand même un petit peu vécu, et donc ça commence à être un petit peu plus coûteux en frais d'entretien. Mais c'est surtout aussi nous pour respecter nos critères. C'est-à-dire que acheter un véhicule chez Jeanlin Héritage, c'est gage de sécurité, de tranquillité. Et donc on se doit d'apporter au client un véhicule en parfait état, garanti, voilà, sur lequel le client peut se projeter sans se méfier. Et c'est vrai que vendre des voitures qui ont 200 000 kilomètres ou plus nous permet pas de sécuriser autant la vente. Quoi. Voilà, tout à fait. C'est plus le même marché. Ouais. On s'éloigne du plaisir, mais aussi de ce côté un petit peu investissement. Ça reste peut-être de l'investissement, et la valeur qui va être investie est peut-être beaucoup plus sécurisée sur un véhicule qui a 20 000 bornes. Bon, ça c'est évident. Ça, je le comprends. Ouais, et pour mon portefeuille à moi, peut-être qu'une voiture à 200 000, je pourrais peut-être plus facilement l'acquérir. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment pour respecter aussi nos critères et nos valeurs du groupe que de pas trop s'éloigner. Et c'est pour ça que c'est très challengeant d'ouvrir un site avec un marché. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça diversifie moins. Ouais, mais ça diversifie un petit peu le truc, ça complète un peu une offre qui était bien présente. Bon, ça reste intéressant, ça ajoute encore quelque chose
que vous n'aviez peut-être pas ou moins. Tout à fait. Sur un secteur qui est très porteur, puisqu'il est Gaillard, on est vraiment très proche de la frontière, avec une clientèle de frontaliers, une population frontalière qui est quand même qui a souvent des moyens assez importants, qui est demandeuse en effet de ce genre de véhicules, et donc on a un secteur qui est très dynamique là-bas. Top. Est-ce que un petit mot sur l'industrie en général? Est-ce que la rentrée est derrière nous? Est-ce que c'est encore un petit peu timide? Est-ce que ça repart? Est-ce que c'est un peu, voilà, on sait que c'est une ambiance un peu particulière cette année encore avec tout ce qu'on entend, mais comment ça se passe un petit peu dans le monde des supercars? Est-ce que ça reste justement des investissements, je dirais, un peu séduisants? Les gens sont, au contraire, moi je trouve ça rassurant de mettre de l'argent dans des choses palpables, solides. Comment sont un petit peu, c'est quoi le marché en ce moment? On disait que justement les véhicules neufs, on en parlait, avec les nouvelles taxes qui arrivent, beaucoup de clients se jettent un peu sur des modèles assez coûteux pour se dire tiens, bon, cette année ça reste encore abordable au niveau des taxes, l'année prochaine ça va plus être la même. Est-ce que vous aussi avez un peu cet effet-là cette année ou pas du tout? C'est un peu le jeu des malus, hein. Ça fait quelques années maintenant qu'on remarque en début d'année, on fait tous un peu la gueule avec ces nouveaux malus qui ont beaucoup augmenté. Et puis on se rend compte qu'au final, en fin d'année, on s'arrache les derniers véhicules en stock pour éviter la surprime de l'année suivante. Donc on vit ça un peu toutes les années. C'est vrai que cette année, ça a été particulier sur le marché des sportives et des voitures chères, puisque politiquement, en France, il y a eu beaucoup d'instabilité. On a eu beaucoup de clients qui nous ont dit que leur projet était un peu en stand-by parce que on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé avec ce gouvernement. Donc ça a mis un petit peu de flou dans nos ventes. Là, depuis la rentrée, par contre, on sent une vraie dynamique. On a beaucoup vendu, on a beaucoup livré, on est plutôt satisfait. Moi qui suis de près, voilà, un peu vos réseaux sociaux, Insta, etc. Ouais, ça donne envie en tout cas. Il y a quand même toujours de beaux véhicules qui partent. Ça donne envie de. Ouais, c'est ça. L'été est derrière nous. D'ailleurs, cet été avec les JO, on a eu un vrai décalage avec les habitudes. Okay. D'habitude, le mois de juillet, le mois d'août sont des mois assez pleins au final, surtout sur le marché des GT où c'est vrai qu'on marche surtout l'été, plus que l'hiver en tout cas. Et là, surtout en ce moment, regarde avec la belle météo qu'on a. Ouais, c'est ça. Ça donne moins envie. Et cette année, par contre, on a vraiment eu un mois de juillet très plein, notamment grâce aux JO. Et puis on a senti que tout le monde après ces JO sont partis en vacances. Et au mois d'août, on a eu un mois au contraire très calme. Donc on a eu vraiment un mois fort, un mois faible qui d'habitude n'arrive pas. En tout cas là, on a une vraie dynamique et on sent que on sent vraiment l'envie de nos clients de se rassembler, de vivre des moments forts. On vient de faire un Cars & Coffee il y a une quinzaine de jours. On a rassemblé 300 personnes sur le parking. On a senti que la communauté Jeanlin Héritage était preneuse de se rassembler, de discuter, de partager la mécanique. Donc on a un vrai engouement en ce moment. C'est ce que j'allais dire, effectivement, tu utilises le bon mot communauté. Je pense que c'est aussi un pari gagné maintenant où vous pouvez vraiment avoir ce plaisir de pouvoir assurer cette appellation entre guillemets, parce que c'est pas toutes les entreprises qui peuvent se targuer d'avoir une communauté. C'est un terme assez sympa, moi j'aime bien, et c'est aussi quelque chose, une marque de réussite, de confiance et d'adhérence à autre chose que simplement un véhicule. C'est à une marque, et ça je trouve que c'est une marque de confiance et de réussite qui est intéressante, qui est très pertinente. En tout cas moi je l'observe bien, et j'ai salué ce rassemblement parce que je trouve que ça permet dans un monde compliqué de prouver que des choses simples payent. Ça je trouve que c'est toujours intéressant, et finalement de se dire voilà, regardez, Jeanlin Héritage qui a on en parlait tout à l'heure, cette vision un peu, se dire tiens, est-ce que je dois rentrer, est-ce que je dois pas rentrer? En fait si, quoi, c'est ultra simple. Ça reste, même si c'est un monde un peu prestige, un peu luxe, les gars ont les pieds sur terre, c'est des passions finalement de petits garçons, on a tous envie de faire vroom vroom à un moment donné, et finalement quand on passait devant et qu'on voyait tous ces gens, moi je chantais de la simplicité et une passion, et c'était c'est l'essentiel. Ouais, la plupart des retours qu'on a eu de nos clients vont dans ce sens-là. Les clients ont senti que le Cars & Coffee, c'est un rassemblement de partage et qu'on n'attend rien de ce jour-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout pressé à vendre des voitures ce jour. Au contraire, on n'est vraiment pas là pour ça. On est plutôt là pour discuter, créer des liens, permettre à nos clients de se rencontrer.
Et l'aspect, le côté un peu communauté qu'on essaye de créer, c'est le fruit du travail de l'ensemble de l'équipe Jeanlin Héritage qui très sincèrement adore ce côté rassembler nos clients, partager la passion, et ça franchement les clients le ressentent, et moi c'est vraiment voilà un des traits de mon caractère, mais je suis qu'une toute petite partie de l'équipe, et c'est vrai que c'est tout le monde chez Jeanlin Héritage a vraiment envie de voir du client, de discuter, de partager, de vivre des moments, et ça les clients commencent à bien le sentir. Ouais. Alors, et ces clients, et cette industrie, on arrive un petit peu à notre sujet, je dirais, la belle histoire du jour qu'on aimerait vous raconter, que tu vas nous raconter, parce que alors moi, à part, j'en sais pas grand chose, mais justement, je suis très curieux de savoir. J'ai essayé, je me suis dit non, allez, promis, je regarde pas. Donc moi, j'ai vraiment rien regardé. Je viens là en toute une page blanche que va falloir m'éduquer aujourd'hui, Benjamin. L'histoire de Porsche. Alors, je suis vraiment curieux de savoir. Déjà, comment c'est parti, quelle année, est-ce qu'il y a un contexte, ou alors c'est des Allemands, j'imagine. Ouais, tout à fait ça. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, on est bon. Mais est-ce que c'était une entreprise de voitures au départ? Voilà. Allez, on t'écoute pour nous faire une introduction déjà à l'histoire de Porsche. Ouais, je vais essayer d'être simple et de pas louper. On va dire les faits les plus marquants de la marque, puisque ça a commencé en 1900. Donc, t'imagines que des anecdotes, il y en a des millions, surtout pour une marque comme Porsche qui a tout vécu, qui a été à l'initiative d'énormément de projets, d'innovations, etc. Donc, voilà, je vais essayer de pas trop en louper, mais je vais vraiment pas pouvoir trop développer. Ça a commencé donc avec Ferdinand Porsche en 1900 tout pile. Ferdinand Porsche, c'est un ingénieur allemand. Passionné d'invention, et donc il a fabriqué son premier modèle, la Lohner Porsche, avec s'associant à Lohner qui est un autre ingénieur comme lui, qui à deux ils ont construit un véhicule hybride. Et ce qui est marrant, c'est que la première voiture en 1900 elle était hybride, elle était semi-électrique, semi-essence, et ils étaient déjà très en avance sur ça. C'était un véhicule 4 roues motrices. Alors ça ressemble plus à un carrosse avec des grandes roues qui est une voiture comme on la conçoit aujourd'hui, mais c'était déjà très très précurseur sur ce marché. Donc ça a été le tout premier projet de Porsche. Et puis ensuite vient un véhicule beaucoup plus sportif. Je vous laisserai découvrir les images sur Internet. C'est difficile à décrire, mais un véhicule beaucoup plus sportif qui s'appelait la Porsche 64. Donc c'était le 64e projet de Ferdinand Porsche, d'où le nom, et ça prendra un peu plus de sens sur les voitures suivantes. Mais c'est en 1938 qu'elle est sortie, cette Porsche 64, et c'était déjà un véhicule typé sportif. On commençait déjà à apercevoir la tendance de Ferdinand Porsche, et c'est en 1948, donc 10 ans plus tard, qu'est sortie la Porsche 356. Donc la Porsche 356, c'est un véhicule qu'on voit de temps en temps, que nous on en a déjà vendu quelques-unes à l'époque de Jeanlin Vintage plutôt. Et puis c'est des véhicules qu'on entretient, qu'on voit de temps en temps, contrairement à la 64, puisque la légende dit qu'il en reste une aujourd'hui dans le monde. Ah ouais. Donc je pense qu'on n'est pas prêt de l'avoir pour l'instant. Non. Elle est préservée par Porsche de côté, mais ah oui, d'accord. Mais en tout cas, ils entretiennent le truc un peu. La légende dit on l'a, mais on vous la montre pas. Donc le 356, c'était le 356e projet de Porsche, et là par contre c'est un véhicule qu'on aperçoit de temps en temps, et qu'on voit beaucoup aussi parce qu'il y a aussi des répliques. C'est-à-dire qu'il y a des répliques qui viennent de l'étranger, beaucoup d'Amérique, avec des voitures qui ont été reproduites à l'identique, mais qui ne sont pas des vrais Porsche. Ça vaut, c'est des sommes astronomiques, ou ça reste sur des... Non, les répliques sont beaucoup moins chères que celles d'origine. Et après, celles d'origine, au-delà de l'aspect esthétique, carrosserie, mécanique, il y a aussi l'histoire des voitures qui font varier les prix. Bien sûr. Donc, il y en a relativement accessibles, aux alentours des 70, 80 000 euros, et d'autres, de par leur histoire, qui montent à plus de 200 000 euros, selon à qui elles ont appartenu. C'est pas encore des millions, bien sûr. Mais non, oui, ça reste dans ces budgets-là. Et puis, c'est en 1963 que la marque prend vraiment un gros tournant, puisque c'est le lancement de la Porsche 911, qui normalement devait s'appeler 901. Et là, il y a une belle anecdote à raconter, puisque la Porsche devait s'appeler 901, et elle n'a pas pu parce que Peugeot, à ce moment-là, avait déposé
l'ensemble des noms de voitures à 3 chiffres portant un 0 au milieu. Ok. Et donc Porsche n'a pas pu l'appeler 901 à cause de Peugeot, donc à cause des Français. Mais ayant fabriqué des 9 et des 1, ils ont mis un 1 plutôt que le 0 et elle s'est appelée 911. C'est une anecdote que les Porsches aiment bien raconter. Bah oui, parce que on voit bien la 206, la 306, machin, et les Peugeot. À cause ils ont dit, c'est quoi ces Français là avec leur. Ils ont été malins, ils ont acheté tous les euros. Bah nous on va acheter les 1. Bon là. Donc du coup, 911. En plus on se dirait, mais comment ça pourrait être autrement aujourd'hui? Ouais, c'est ça aujourd'hui. 911, c'est tellement puissant. Mythique. Ouais, tout à fait. Donc la 911, elle a été présentée au salon de Francfort 1963 et ça a vraiment été un gros tournant. C'est le fils de Ferdinand qui avait déjà repris le flambeau, Ferry Porsche, qui a fabriqué cette voiture. Et lui, son objectif, c'était de fabriquer une sportive, mais 4 places. Donc c'est une voiture, et ça a du sens. Ça c'est resté vraiment fort dans la marque, dans l'ADN de la marque. Une voiture polyvalente avec laquelle on peut aller avec ses enfants, faire les courses, acheter, faire du shopping ou se balader, mais aussi faire du circuit. C'est le père de famille qui veut appuyer là. Je les comprends, moi c'est pareil. C'est pour ça qu'on aime bien les breaks. C'est pour ça que le RS4, moi je trouve que c'est un produit magnifique, même si c'est pas du tout Porsche, mais et on pourrait parler de la Panamera si on veut rester chez Porsche, mais moi je comprends complètement ce cliché du père de famille qui veut quand même un gros moteur et emmener ses gosses chez le pain. Ça fait toujours sourire. Je te coupe parce qu'on va faire notre petite coupure musicale, mais en tout cas, là le suspense est à son compte, vraiment. Là, tu m'as teasé, rien que la 911, tu m'as attrapé. J'ai des étoiles plein les yeux. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on voulait un petit peu ressentir aujourd'hui. Merci Benjamin et nous quitte pas. On revient tout de suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour dans les studios de Radio Grand Lac, toujours en direct, accompagné de Benjamin Scalzo, directeur commercial Jeanlin Héritage, pour cette deuxième partie de notre émission Les murmures du lac immobilier histoire. Avec on en était à la 911, là, on rentrait vraiment dans le vif du sujet pour l'histoire de Porsche. Est-ce qu'il y a un moment plus mythique, Benjamin, que quand même cette est-ce qu'à l'époque, ils savaient que c'était mythique? C'est ça peut-être la vraie question. Ou est-ce qu'ils l'ont su rapidement? À quel moment ça a pris Est-ce qu'aujourd'hui, ça a plus de valeur aujourd'hui? Alors, pas de valeur financière, mais est-ce qu'aujourd'hui, on en fait plus un truc mythique qu'à l'époque, ils en ont fait? Tiens, débrouille-toi avec ça. Écoute, je suis beaucoup trop jeune pour être certain et affirmer ça, mais je pense que oui, très clairement, quand on voit le décalage de prix qu'il y a aujourd'hui entre une voiture de ce type-là et le reste du marché et l'époque, on n'était pas du tout dans ce cadre-là. C'était une voiture sportive qui se devait être accessible, alors plus cher que les autres, fabriquée par un constructeur qui était quand même typé sportif, mais elles étaient plutôt accessibles. Ces 911, elles étaient pas grandes. Quelle date tu nous as donné tout à l'heure? Le lancement de la première 911, c'est 1963. Wow. Donc là, ça fait quand même, 60 ans. Ouais, c'est ça. On a fêté les 60 ans de la Porsche 911 l'année dernière. Ouais. Okay. Ouais. Donc c'est vrai que ça date un petit peu. Elles étaient petites, étroites. Est-ce que le premier modèle ressemble un petit peu quand même à celle qu'on imagine aujourd'hui, un peu basse, celle qui était un peu avec les enjeux, enfin pas les je sais pas comment on appelle ça, les roues assez fat là comme ça. Ouais, c'est ça, les deux ailes très bombées à l'avant. Le gros aileron. C'est ça, avec l'effet un peu grenouille, avec les gros yeux. C'est vrai que, et ça c'est la force de chez Porsche, c'est que la 911, quelle que soit la génération, on la reconnaît. Et ça. Chaque 911 arrive avec énormément d'avantages par rapport à la précédente, énormément de nouveautés, de nouvelles choses. Elle est toujours systématiquement bien meilleure que celle d'avant, et pour autant, celle d'avant des modes pas tant que ça. Ils ont réussi d'évolution en évolution à conserver vraiment l'image de la 911 sans dégrader l'ancienne, tout en améliorant énormément la nouvelle. Et ça, c'est vraiment très fort parce qu'on est quand même aujourd'hui à la 8e génération de 911. C'est pas tant que ça. Et en réalité, elles durent quand même longtemps à chaque fois. Elles sont pas trop renouvelées souvent. Et je pense que si on se met dans la rue et qu'on interroge des personnes au hasard, très peu savent reconnaître les différentes générations de ces 911. Clairement. Mais tout le monde sait reconnaître que c'est une Porsche 911. Clairement. Et ça, c'est vraiment leur force. Et je pense que c'était vraiment un très bon choix de faire ça plutôt que de casser systématiquement la routine avec un tout nouveau modèle qui change complètement. Voilà, ils ont réussi à vraiment conserver la précédente.
dans le game, comme on dit, et du coup, ça a permis à la voiture de devenir vraiment mythique aujourd'hui. J'imagine que oui, mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il y a plus de modèles aujourd'hui produits de nouveaux modèles, ou au contraire, ils en faisaient beaucoup plus avant? Non, les chiffres chez Porsche, et ça, c'est assez impressionnant. C'est que là, j'avoue que j'ai un peu regardé et je me suis replongé, mais je savais que chaque année, depuis pas mal de temps maintenant, les chiffres de Porsche évoluaient en positif. Ok. Et en fait, j'ai retracé un petit peu tous les résultats. Et si on met de côté l'année 2020 avec une année Covid, et encore qui était loin d'être ridicule, ouais. Il n'empêche que depuis 2010, chaque année est meilleure que la précédente. Donc ça fait quand même 14 ans que chez Porsche, ils se targuent de dire qu'ils ont battu leur record de l'année d'avant, quoi. Et ça, c'est quand même énorme dans un marché, dans un contexte comme le marché automobile aujourd'hui. Chaque année, faire mieux, faire plus, avoir plus de ventes, tout en modernisant la gamme. On parle de véhicules neufs en plus. Oui, exclusivement en véhicules neufs, ouais. Aujourd'hui, ça culmine à plus de 300 000 voitures par an oui, quand même. Chez Porsche dans le monde. Donc, c'est vraiment énorme. Et l'évolution, elle est considérable. Puisqu'en 2010, on était sur un volume aux alentours des 90 000. Et aujourd'hui, en 2023, le dernier résultat est à 320 000. Ah oui. Avec une évolution constante chaque année. C'est 300-400%, quoi. C'est vraiment énorme. Alors la gamme s'est étoffée, hein, puisque là, on parlait tout à l'heure de 1963 avec la 911, qui était le seul modèle proposé par Porsche. Ah oui, c'est vrai, c'était le seul modèle. Ah, c'est ça. Donc, elle a été déclinée en plusieurs versions, avec des versions sport, des versions moins sport, etc. Puis, il y a des versions Targa, il y a des versions cabriolet ensuite par la suite. Mais aujourd'hui, donc, la 911 est déclinée en trois versions, coupé, Targa et cabriolet, mais aussi plein d'autres modèles, des berlines, des SUV, des électriques. C'est quoi les grosses différences? C'est de la sportivité ou pas que ça? C'est-à-dire? Est-ce que c'est, plus ou moins agressif, plus ou moins puissante, ou il y a d'autres critères de... Dans la 911, ouais. Si on prend la gamme de la 911, ouais. Alors elle est très complète, hein, puisque aujourd'hui, alors nous sur le marché de l'auto, des spécialistes, on va dire, on parle jamais de 911, parce que la 911, elle existe depuis 1963. Ça veut pas dire grand-chose. On sait jamais trop de laquelle on parle. Nous on parle en code modèle. Okay. Donc par exemple, la dernière, elle s'appelle 992. Oui. Et donc la 992. La 992 qui est quand même une 911. Oui, c'est ça, exactement. C'est le code de la génération. Ok. Ouais. Ok. Donc celle d'avant s'appelait 991 par exemple, et donc elle a évolué en 988, voilà, 99. C'est un peu moins logique que ça, parce que le modèle d'avant c'était 997, donc bon. Oui, 997 si ça me parle. Donc ça a pas une logique chronologique. En tout cas, je pense qu'ils voulaient pas trop s'approcher des 100. Des numéros. Ouais, c'est ça peut-être. Mais en tout cas, sur la dernière 911 par exemple, il existe sur la version coupée, une version classique, une version S, une version GTS, une version turbo, une version GT3, GT3 RS, GT3 Touring, enfin voilà, elle est déclinée dans énormément de déclinaisons, plus ou moins sportives, plus ou moins raffinées, plus ou moins puissantes, mais surtout plus ou moins dirigées ou pas vers le côté racing, quoi, vers le côté circuit. Donc ils fournissent une voiture polyvalente, mais il n'empêche qu'une GT3 RS par exemple, c'est une voiture qui est vraiment destinée à une utilisation circuit, donc moins puissante. Mais beaucoup plus rigide, beaucoup plus sportive, moins habillée, moins raffinée qu'une version turbo. Par exemple, une Turbo S, c'est plus puissant, mais c'est une 4 roues motrices avec beaucoup plus d'assistance, du cuir partout, quelque chose de beaucoup plus élégant, plus raffiné. Donc aujourd'hui, on trouve forcément son bonheur dans la gamme de la 911, si on en a les moyens, parce que bien sûr, c'est une voiture avec un budget élevé, mais avec une gamme extrêmement complète. Et ça, c'est que la 911. C'est ça. Et encore le Boxster, le Cayman. Dans la gamme des coupés électriques avec le Taycan, et puis maintenant donc la gamme. Les chiffres du Taycan, ça dit quoi? T'as analysé un petit peu ces chiffres-là, ou peut-être moins, parce que c'est peut-être moins votre produit cible entre guillemets, mais est-ce que les ventes, j'ai l'impression que on entend parler pas tellement. Est-ce que c'est un produit qui marche, c'est ce qui marche pas? C'est dur à dire. Enfin, je saurais pas dire. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé chez Porsche, donc d'avoir vécu le lancement du Taycan. Donc j'étais chez le constructeur quand ce modèle a été lancé. Ça a été un vrai succès. Franchement, les chiffres étaient même au-delà des espérances de Porsche France. En tout cas, en France, la clientèle était au rendez-vous, était demandeuse, et on en avait beaucoup vendu. Malheureusement, le marché, il est un peu à l'image du marché électrique aujourd'hui, c'est-à-dire que les modèles neufs se vendent bien, les modèles d'occasion se vendent plus difficilement. C'est-à-dire que on est attiré par l'électrique, par le côté nouveauté.
mais aussi surtout en ce moment par l'absence de taxes, l'aspect fiscal, les avantages liés à la fiscalité. Ça, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a aussi le capital confiance. C'est-à-dire que le se dire, tiens, une bagnole qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on n'a pas trop de recul dessus, et avec un prix qui est quand même encore un peu élevé, est-ce que, tiens, je vais mettre 20, 30, 40 000 ou 50 000 dans une bagnole, et qu'est-ce qui me dit que elle va pas mourir demain, quoi? Ouais, et je pense qu'il y a un peu ce blocage psychologique aussi. Et ça, les constructeurs On en sont entend tout. conscients. Ouais, les batteries, elles vont, au bout de 10 ans, elles sont achetées. Et puis, enfin, tu vois, t'entends tout un peu, et j'imagine Bien n'importe quoi. Et du coup, je t'avoue qu'on sait pas trop, quoi en penser, en fait. C'est un peu ça, je pense, un peu le problème de l'électrique, c'est qu'est-ce qu'en occasion, voilà, le marché de l'occasion arrive, forcément, puisqu'on est dans l'étape 2, j'ai envie de dire, de l'électrique. La phase 9, je pense qu'on l'a assimilé. Les constructeurs proposent des modèles, des tailles, des petits, des grosses, des machins. Enfin, je pense qu'il y en a pour tous les goûts maintenant également. Mais l'après, il est quand même, il reste important pour des véhicules à un prix qui est quand même significatif, je trouve. Et genre, c'est un peu embêtant de se dire, tiens, j'ai acheté une bagnole et puis dans 2 ans, mon garagiste me dit, bah non, ton truc est foutu, je sais pas le réparer. Peut-être un petit peu de ça aussi. Ouais, bien sûr. En fait, aujourd'hui, on est encore un peu dans le flou. C'est un marché qui demande encore un peu de temps. Tout ça, c'est allé très vite. Moi, j'ai commencé l'auto en 2007. On parlait jamais d'électrique. On parlait même pas d'essence parce qu'on vendait que des diesels. Donc, en seulement 15 ans, les choses ont énormément évolué. Mais le marché de l'électrique a pris beaucoup d'ampleur très rapidement. Et donc aujourd'hui, le marché de l'occasion a pas encore eu le temps d'encaisser toutes ces nouvelles arrivées, toutes ces nouvelles voitures, ces nouvelles technologies. Et c'est vrai que les clients sont très intéressés par l'électrique sur le marché du neuf parce que c'est très avantageux, et encore un peu moins sur l'occasion, notamment pour les raisons que tu viens d'évoquer. D'ailleurs, les constructeurs en sont conscients puisqu'ils mettent souvent des garanties liées aux batteries beaucoup plus grandes que les garanties voitures habituelles. Sur un Taycan, par exemple, la garantie, elle est de 8 ans, 180 000 km. Ah ouais, quand même. Alors que la voiture est garantie 2 ans, elle. Ah oui. Sur les batteries, sur le système électrique. Okay. Donc, pour rassurer, quoi. Pour rassurer la clientèle en disant qu'ils ont voilà, investi. vous en faites pas, voilà, ça tient, ça marche, c'est Porsche. C'est ça, c'est l'héritage de je ne sais combien d'années de travail. Ah oui. Et donc l'aboutissement leur permet de proposer une voiture fiable. Néanmoins, les clients souvent font la réflexion en se disant est-ce que le fait d'acheter un véhicule d'occasion aujourd'hui électrique m'emmène pas vers une technologie qui sera dépassée bientôt avec des batteries plus petites, moins volumineuses, moins lourdes, avec plus d'autonomie. Et en fait, c'est ça, c'est que les choses vont tellement vite que les clients sont encore un peu frileux. Donc ça demande un peu de temps. Donc aujourd'hui, en neuf, ça marche très bien. Pour répondre du coup à ta question, en occasion, c'est un peu plus difficile. Et c'est qu'une question de temps, c'est une voiture formidable. Et d'ailleurs, toute personne qui essaie un Taycan reconnaît que c'est une voiture formidable. C'est pas forcément adapté à tout le monde pour des questions qu'on connaît tous, d'autonomie, de charge, etc. Mais il n'empêche que c'est une voiture à conduire qui est juste fantastique. L'expérience doit être incroyable. Ouais, c'est très puissant. Et puis le fait d'avoir beaucoup de poids dû à une batterie, ça permet d'avoir une voiture avec un centre de gravité très bas, très centré. Donc une tenue de route qui n'a rien à envier à des voitures de sport très très bien conçues. Je vais peut-être dire une bêtise. Est-ce que on pourrait dire que l'arrivée, moi j'ai le modèle, le Cayenne en tête chez Porsche, où je me dis ça, pour moi ça a été un peu un tournant de la marque, mais quelque chose quand même, je trouve, d'ultra significatif en se disant tiens, là ils ont chopé le truc au bon moment. J'ai l'impression des Ken. Purée, ils ont dû en vendre mais alors des kilomètres parce que c'est enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné tu voyais que ça partout, enfin. C'est ça. Et est-ce que ça a été une de leurs peut-être plus belles réussites quelque part ou pas tant que ça? En réalité, donc le lancement du Cayenne c'est 2002, et en 2002 il y a 2 réactions quoi. Il y a la réaction du porschiste, qui est dans la marque depuis longtemps et qui dit une 4 portes chez Porsche c'est scandaleux, et je vais quitter la marque parce que c'est ce bordel. Il y a une sorte d'incompréhension. En réalité, ça leur a apporté énormément de nouveaux clients. Et puis les clients porschistes qui gueulaient quelques années avant, ont fini par en acheter parce que c'est une voiture formidable, très bien conçue, très bien fabriquée. Et ça a été, t'as raison, un gros tournant dans la marque Porsche, leur permettant, quand on regarde les chiffres plus en détail, de passer sur des volumes beaucoup plus importants. Ça a été un très très gros succès pour la marque. Et un véhicule, je pense que les gens ont assimilé un véhicule, ce qu'on appelle un peu daily, quoi. Alors que tout à fait. 911. Ouais, tout à fait. C'est une voiture qu'on utilise la semaine, alors que la 911, c'est un véhicule qu'on utilise souvent plutôt le week-end, les vacances. Voilà, faut habiter à Monaco pour la sortir le lundi. Bon, c'est un peu plus limité comme clientèle. Bien qu'on ait des clients, on a quelques clients chez Jeanlin Héritage qui utilisent la 911 comme leur voiture de tous les jours pour aller au travail, etc. Mais
t'as raison que c'est quand même plutôt rare. Bah, je pense qu'il y a aussi le côté, voilà, on voit un peu les comment dire ça, le côté un peu français aussi de tout ça, et c'est vrai qu'on a toujours un peu le tabou à en faire un objet de tous les jours, alors que bon, que je le sorte le samedi ou le lundi, quelque part, ça revient au même. C'est vrai que le Cayenne, je trouve qu'il a réussi ce tour de force à se dire, j'ai un véhicule quand même haut de gamme, puissant, plein d'options, élégant, agressif. Enfin voilà, on sent quand même un truc qui donne envie quand même, mais qui, je pense aussi, a été peut-être plus accepté quelque part. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui peut-être l'ont acheté. Et là, pour le coup, le marché de l'occasion, quand on voit les prix, c'est pas. Alors sur les derniers modèles, ça reste un peu coûteux, mais à un moment donné, je regardais par curiosité le prix des Cayenne d'occasion. C'est des trucs, ça vaut. Enfin, c'est accessible presque à tout le monde, quoi. Alors je pense qu'après, l'entretien, la consommation, c'est d'autres sujets. Mais sur l'achat pur, bon, c'est pas non plus le véhicule le plus cher au monde, quoi. Non, c'est sûr. L'avantage aussi, c'est les décotes, par rapport à des marques plus généralistes. Il y a moins de produits sur le marché, donc les décotes sont souvent beaucoup plus faibles. Mais ça, c'est un peu ce que tu racontes là sur le Cayenne, c'est un peu le cas sur toute la gamme Porsche. Et d'ailleurs, la 911 se vend énormément puisque contrairement à d'autres marques, sans citer les italiennes par exemple, elles ont une image, ces Porsche, plus acceptable. Donc quand souvent les clients se sentent plus à l'aise à se présenter au restaurant, à l'hôtel ou face à des gens qu'ils ne connaissent pas ou pas encore, avec une Porsche, c'est plus facile qu'avec une Ferrari, une Lamborghini, une Maserati parfois, où l'image est peut-être plus difficile à assumer. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est la force de la marque qui propose un produit qui est équivalent, mais avec une image plus raisonnable. Mais ça, en fait. Et puis c'est des Allemands, c'est-à-dire que c'est dans leur ADN de fournir une voiture performante, mais sérieuse, rigoureuse, et donc elle a une image moins ostentatoire que les Italiennes qui eux sont vraiment dans l'émotion. C'est vrai. Bah, c'est l'Italie aussi. Exactement. Je sais de quoi je parle. Est-ce que alors le temps file, on s'aperçoit que l'histoire Porsche, bon, on faudra faire une émission numéro 2 pour avoir un petit peu peut-être les temps actuels, mais voilà, peut-être un mot sur aujourd'hui Porsche. Est-ce que c'est quoi l'ambition, c'est quoi le plan, s'il y en a un, qu'est-ce que tu sens que cette marque fait? Première question. Et puis deuxième question, est-ce que toi qui baigne dans cet univers, donc parce que tu as bossé chez eux, forcément tu dois avoir ta petite chouchou. Tu pourras nous dire un petit peu quel est ton péché mignon chez Porsche, si tu avais un jour l'occasion de craquer sur un modèle, si c'est pas déjà fait, quel serait ce modèle? Alors, pour répondre à la première question, la stratégie Porsche, elle est un peu à l'image des constructeurs aujourd'hui. Elle est tournée vers l'électrique. Ils viennent de lancer le nouveau Macan, qui est vraiment le produit le plus vendu de l'histoire de Porsche. Oui, c'est vrai. Ouais, en électrique. Et donc c'est un vrai tournant pour la marque. Malgré tout, ils ont vraiment le souhait de conserver. Juste pour bien comprendre, quand tu dis c'est le plus vendu de tous les véhicules confondus ou non? Dans la gamme électrique, le Macan électrique est le plus vendu? Non, alors le Macan est la Porsche qui a représenté le plus gros volume de vente de l'histoire du constructeur. Ok. Ouais, donc c'est vraiment le plus gros succès en termes de volume de vente. Ouais, ça a été vraiment un énorme succès. Alors ça fait une espèce de petit Porsche. Cayenne en fait. C'est un SUV plus compact que le Cayenne, plus polyvalent. Plus facile à se garer peut-être. Ouais, plus accessible en termes de budget. Ça a été vraiment un très gros succès. J'avais un peu oublié le Macan. C'est vrai que le Macan il avait fait, c'est vrai qu'à un moment donné, t'envoyais partout aussi. C'est ça. Et lancement en 2014 et il change en 2024. C'est-à-dire qu'il a duré 10 ans sur le marché sans être démodé. Ça a été vraiment un gros succès. Et là, ils viennent de lancer le nouveau Macan électrique et donc on sent que c'est vraiment un tournant pour la marque, tout en conservant des motorisations essence ou un tout petit peu hybridées sur la 911. Voilà, je pense qu'il sera le dernier modèle. C'est un défi pour eux du coup parce que ta plus belle vente tu sors l'update de ta plus belle vente. C'est un grand tournant. Ouais, là ils doivent un peu stresser dans les bureaux. C'est un très gros tournant et d'ailleurs on voit les Allemands là, ils doivent transpirer un petit peu, non? Tous les centres Porsche ont organisé une très belle soirée de lancement pour vraiment essayer de pas louper ce lancement qui est un tournant de la décennie, je pense, chez Porsche. Ah bah clairement. Et puis ensuite, pour répondre à ta deuxième question, si moi, il devait en avoir qu'une chez Porsche, je pense que ce serait la Carrera GT. Alors, elle est un peu à l'opposé de la stratégie actuelle du passage à l'électrique, puisque c'était au contraire un souhait complètement déraisonnable du constructeur, qui était de lancer une hypercar. la Capable Carrera GT, c'est celle qui est un peu plus plate là. Ouais, tout à fait. Avec un design complètement différent, capable de dépasser les 300 km/h. C'était l'objectif du constructeur à ce moment-là. Et ils avaient fait un lancement, c'est l'an 2000.
mondial de l'auto, la voiture a été présentée dans le secret le plus complet dans le monde. Elle a été présentée sur les Champs-Élysées, puisqu'elle a descendu les Champs-Élysées jusqu'au Louvre, et elle a été présentée au Louvre à la presse mondiale en même temps à ce moment-là, et ça a été vraiment un énorme buzz pour le monde de l'automobile dans sa globalité. C'est une voiture juste exceptionnelle, avec un V10 atmosphérique, boîte méca de plus de 600 chevaux, fabriquée à seulement 1270 exemplaires. Donc une voiture que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, dans laquelle je suis déjà monté, mais j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. C'est un peu mon rêve. C'est une voiture qui a pris une cote énorme, parce qu'elle s'est vendue. Alors les clients ont été choisis par le constructeur, même si on avait les moyens, on n'était pas sûr de pouvoir l'acheter. Ça, c'est quand même bien, t'imagines, nous commerciaux, on choisit. Ça, ouais. Alors moi, écoutez, je veux bien vous vendre cette maison, mais je vais quand même vous faire un petit entretien avant. Ouais, c'est ça. Montrez-moi pas de blanche et on verra si vous êtes sympa. Bon, c'est un peu ça. Ok, je fais une dictée. S'il n'y a pas de faute, je vous la vends. Elle se vendait 470 000 euros, et aujourd'hui, elle se négocie en occasion aux alentours d'1,5 million. Donc, elle a fait un gros x3. J'ai fait une bonne affaire, parce que j'en ai deux au garage. Là, t'as bien fait. Okay. Bon, ça va, tu me rassures. Tu viendras me les présenter. En tout cas, c'est une voiture juste extraordinaire, mythique, et qui va un peu à l'encontre de ce qu'a fait Porsche. Voilà, quelque chose de plus déraisonnable, et c'est pour ça, je pense, qu'elle a une image aujourd'hui complètement dingue. Tout le monde rêve de cette voiture, qui est la Porsche, je pense, qui a marqué le plus le constructeur. Écoute, en tout cas, cette histoire nous montre qu'il n'y a pas de mystère. Il y a eu du travail, parce que si à chaque voiture il faisait un numéro, on sait que pour arriver quand même à 900 quelque chose, il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot, et puis forcément une passion, et je pense tout de suite un attrait pour le côté sport et de se démarquer. Je pense qu'ils ont fait un choix finalement assez tôt dans leur stratégie, de se dire voilà, il y a une place pour les voitures peut-être un peu différentes, et on peut se faire plaisir. Aujourd'hui, de toute façon, l'histoire ne peut que leur donner raison. C'est une marque, je pense, qui, même si c'est pas ta marque préférée, c'est quand même, je pense, peut-être la marque qui fait le plus d'unanimité, peut-être dans le monde du luxe. Clairement. Ouais, clairement. Ouais, je pense que personne déteste cette marque, et les passionnés d'automobile l'apprécient forcément. Ouais. D'ailleurs, on a quasiment tous les modèles au garage. J'invite tous ceux qui nous écoutent à venir les découvrir s'ils le souhaitent. C'est vrai qu'on a la chance d'en avoir énormément. On n'a pas l'étiquette de spécialiste Porsche, mais parce qu'on ne la veut pas, mais on fait quand même 75% de nos ventes de cette marque-là. Donc, c'est une marque qu'on connaît bien. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez compris, s'il y a une adresse où vous rendre pour échanger, parler, rêver, ça sera chez notre partenaire, ami et je dirais spécialiste, du véhicule haut de gamme, prestige, sportive. Jeanlin Héritage à Grésy, où Benjamin aura, avec son équipe, on les salue tous, plaisir à vous recevoir et à parler de tout ça. En tout cas, vous serez entre de bonnes mains. Et j'en profite pour le rappeler, parce que c'est quelque chose que tu aimes bien souligner. Voilà, Porsche, Jeanlin Héritage, c'est pas que de la vente. Le côté atelier, moi, je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a un vivier de beaux véhicules, de toute façon, dans nos régions. Et voilà, si vous avez des soucis, vous savez également que sans être client, ça, je trouve que c'est important de le noter, vous serez également accueilli et servi comme il se doit dans cette belle entreprise. Tout à fait, merci. Merci Benjamin pour ton temps, et puis on se retrouve quant à nous dans 15 jours, et à très vite sur les ondes de Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Imo Aix-les-Bains.